Donc, l'objectif d'établir un recensement le plus complet possible des monnaies essais modernes de la période du franc a été le moteur de divers auteurs au cours des 2 derniers siècles. On peut citer parmi les plus reconnus Combrouse en 1841, Devamin en 1893, Guillotot en 1942, Mazard en 1965 et Gadouri en 1989. Hormis Devamin qui avait collecté et reproduit tous les textes législatifs monétaires, aucun n'avait systématisé l'éclairage par les archives pour les monnaies et pour les essais. Or, pour les essais, leur raison d'être n'est pas toujours évidente à leur simple observation. Et les archives sont donc essentielles. À la décharge de ces auteurs reconnus, les archives de la Monnaie de Paris n'étaient guère accessibles. Ce n'est plus le cas depuis 1996 et la publication par la Monnaie de Paris des inventaires des fonds d'archives. Il était donc grand temps de les exploiter de manière structurée et systématique, et c'est ce que nous avons entrepris à partir de 2005 au sein de l'Association des Amis du Franc. Cela s'est concrétisé par de très nombreux articles, puis par la publication d'ouvrages. Ainsi, en 2019, en haut à gauche, nous publions Le franc, les monnaies et les archives, qui couvre toute la période du franc. Et en 2021, en haut à droite, nous sortons Le franc d'Augustin Dupré, qui traite des monnaies essais de 1795 à 1803. Les archives monétaires sont un pilier fondamental de ces ouvrages, et notamment celle de la Monnaie de Paris. Mais au-delà des archives papier, il était essentiel pour pouvoir réaliser un travail de qualité d'accéder également aux archives métalliques. Autrement dit, étudier les monnaies résultantes des essais, et ce notamment grâce aux grandes collections numismatiques nationales, la BNF, la Monnaie de Paris, le musée Carnavalet, la Banque de France, et à l'étranger, notamment le cabinet des médailles de la Bibliothèque royale de Belgique, mais aussi des médaillés de l'Association numismatique de Society aux États-Unis. Nous n'avons pas oublié les monnaies qui sont dans les mains privées et celles passées sur le marché numismatique, notamment grâce à l'exploitation des catalogues de vente. Attendez, je parfait. Alors, attardons-nous un moment sur les archives monétaires de la Monnaie de Paris, puisqu'elles sont au cœur de nos travaux. Donc, grâce à la publication en 1996, nous avons effectivement une boussole pour savoir où creuser, puisque nous avons effectivement ces inventaires de fonds d'archives. On peut comparer les fonds d'archives à une pyramide d'informations enfouie sous terre, où au sommet se situent de manière synthétique et de manière dense des informations très utiles. Mais plus on descend dans la pyramide, plus les informations utiles sont noyées dans des informations moins intéressantes, et il faut donc de plus en plus d'efforts pour en extraire les pépites. La plupart des ouvrages de recensement des monnaies modernes se contentent de la couche violette, qui demande seulement, finalement, une journée de prise photographique. Le franc de CGB, lui, a été construit à sa création en exploitant partiellement la couche bleue, c'est-à-dire les registres de délivrance. Le franc, les monnaies, les archives, que nous avons publié en 2019, a exploité les couches depuis le haut jusqu'à une partie de la couche jaune, c'est-à-dire les registres de correspondance entre les différents acteurs. Une partie était alors inaccessible car contaminée par les champignons. Enfin, le franc d'Augustin Dupré et les ouvrages donc, de la nouvelle série sur le franc, les essais, les archives exploitent des informations jusque dans la couche orange. Donc, en plus de tous les registres de correspondance, et notamment ceux qui ont été traités depuis notre dernier ouvrage, on a exploité un grand nombre de dossiers techniques. Alors, quelques mots sur la méthode que nous avons suivie. Nous avons organisé au sein des ADF, depuis 2005, de nombreuses sessions de numérisation d'archives, ce qui nous permet de détenir actuellement un fonds de plus de 160 000 photos de documents. Et quand je dis des photos de documents, souvent ce sont à la fois des rectos et versos, donc c'est à peu près, en fait, près de 250 000 pages de documents. Pour plus d'efficacité sur place, nous ne faisions que de l'acquisition et pas d'exploitation. Donc la lecture s'est faite ensuite avec repérage des informations importantes et leur retranscription. Pour la rédaction de nos ouvrages, nous avons ensuite réassemblé chronologiquement ces retranscriptions provenant donc de diverses sources et nous les avons ensuite confrontées avec les archives métalliques, c'est-à-dire les monnaies, les essais et les outils monétaires. Nous avons ensuite rédigé les enchaînements entre ces retranscriptions,
et les illustrations des archives métalliques. Le tout forme le chapitre archives de chaque tome de la série d'ouvrages. Toutes ces retranscriptions sont sourcées et donc vérifiables. Alors, concernant les archives métalliques, nous sommes allés bien sûr étudier et photographier les collections prestigieuses de la BNF. Vous avez ici comme exemple l'épreuve de Drose du concours de l'an 11, donc en haut, la monnaie en or, et celle de l'épreuve de Galles en argent en bas à gauche. Vous avez aussi comme illustration une magnifique et rarissime 2 francs en 13 de Nantes, en plus en flanc miroir. Nous avons fait de même avec les médaillés de la monnaie de Paris. Vous avez ici en illustration une fantastique épreuve en argent de Brenet pour le concours de l'an 11 et une monnaie de visite du roi de Saxe en or et flanc bruni de 1809. Nous avions à cœur de pouvoir également accéder aux outils monétaires détenus par le musée de la monnaie de Paris. Ces outils sont conservés dans les réserves situées dans la zone rouge de l'usine de Pessac. Leur accès est donc très complexe. Grâce à l'appui sans faille de Béatrice Coularé, nous avons pu rencontrer Marc Schwartz, le PDG de la monnaie de Paris, qui nous a octroyé ce privilège. En contrepartie, nous reversons les photos prises pour alimenter le recollement organisé par le musée. C'est un vrai partenariat gagnant-gagnant. D'ailleurs, on ne s'est pas arrêté à Napoléon III et on poursuit ce travail sur le XXe siècle. Nous avons d'ailleurs une nouvelle séance de 4 jours programmée la semaine prochaine. En illustration, je vous ai mis 2 outils. Le poinçon d'un projet de monnaie de visite de Marie-Louise en 1812. La visite finalement n'aura lieu qu'en 1813 et le motif final sera différent. Et vous avez également le coin d'un projet de 40 francs or par Drose, avec un portrait plus vieilli qui nous semble être un projet pour les 100 jours. Nous ne connaissions ce motif que par une épreuve uniface illustrée dans Devamin et repris ensuite dans certains ouvrages de référence. Là, nous avons découvert ce fantastique point dans la partie des outils consacrés aux médailles. La monnaie de Paris avait commencé à publier un inventaire illustré des coins sous la houlette de messieurs Intrigo et Collin. Mais cette collection s'était malheureusement arrêtée à Louis XVIII. Avec la série de nos ouvrages, nous poursuivons cet effort de rendre accessible à tous ces trésors, et ce, en couleur. Nous avons accédé également aux collections du musée Carnavalet. Nous remercions au passage Philippe Charnotet, le conservateur des collections numismatiques. Outre des monnaies et essais, le musée détient aussi beaucoup d'outils monétaires. En exemple, vous avez un coin d'Auguste, qui n'a pas participé au concours de l'an 11, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, et une matrice de Dupré qui montre qu'il avait bien travaillé à la préparation du franc germinal. Beaucoup avaient cru que son éviction du poste de graveur général était due à son refus de mettre le portrait de Bonaparte sur une monnaie républicaine. Cela n'a pas été le cas. D'autres ressources ont été consultées, comme la Banque de France, les collections du cabinet des médailles de la Bibliothèque royale de Belgique ou l'American Numismatic Society aux États-Unis. Faute de temps, je ne m'attarderai pas trop sur leurs apports respectifs. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet du terme « essai ». Alors, ce terme est employé dans le domaine monétaire de manière un peu trop générique et englobe en fait des catégories d'essais qu'il convient de distinguer. Nous allons parcourir les différentes étapes du processus de fabrication monétaire pour mieux comprendre les différents essais que l'on peut rencontrer. Ces essais prenant tout leur sens grâce aux informations d'archives papier et métalliques. Alors, le processus monétaire peut se schématiser en 3 phases. La fabrication des coins à droite, la fabrication des flancs à gauche et le marquage des empreintes au milieu. Alors, commençons par la fabrication des outils monétaires. Tout part d'un dessin, voire de plusieurs. Ce sont finalement les premiers essais dans le processus. À l'époque qui nous intéresse, c'est la taille directe qui est employée. Il n'y a pas encore l'emploi d'un tour à réduire à partir d'un modèle en plâtre. Même si l'usage du tour à réduire est attesté au moins pour Michaud, mais ce n'est pas pour créer un type, c'est plutôt pour le décliner sur des petits modules. Alors, lors de l'avancement de la taille directe,
le graveur effectue des essais avec de la cire. Aujourd'hui, on utilise de la plastiline ou de la pâte à modeler. Quand l'œuvre est très aboutie, le graveur passe alors à une empreinte métallique avec un alliage contenant généralement de l'étain et du plomb. L'acier n'étant pas encore trempé, le graveur ne s'autorise donc pas à frapper avec. Il emploie donc cet alliage de métal blanc amené à point de fusion qu'il applique sur la matrice en se servant de cartes à jouer ou d'imprimés, ce qui explique les restes que l'on retrouve généralement au dos. Vous avez un exemple en bas à droite. Ce processus de prise d'empreinte est décrit dans un document d'archives mis à jour par Arnaud Cléran. Ces essais sont particulièrement intéressants car ils font partie des étapes essentielles du processus de création et ils sont produits directement par les mains du graveur. Quand les poinçons et matrices sont prêts, on peut passer à la création des coins qui vont servir à frapper les monnaies. C'est l'une des responsabilités les plus essentielles du graveur général de cette époque, qui doit garantir en quelque sorte l'uniformité des monnaies produites. Outre le graveur général, des intervenants extérieurs ont proposé d'améliorer ce processus de démultiplication. C'est toutefois un processus invisible sur les monnaies produites et par là même les essais produits ne sont pas distinguables des monnaies courantes. Nous avons trace dans les archives d'un technicien qui a cherché à améliorer ce processus. En l'an 12, il s'agit de Dupérat. Et nous avons une médaille qui commémore cet essai que nous vous mettons ici en illustration. Même s'il ne s'agit pas en lui-même d'un essai, nous l'avons introduit dans notre catalogue car c'est un vestige quand même de cette expérience technique. Au passage, le procédé de Dupérat ne fut pas retenu. Dans le cadre de la création des outils monétaires, la qualité des aciers est un élément essentiel. À cette époque, la production d'acier est très mal maîtrisée en France et le graveur général doit régulièrement se fournir en Angleterre ou en Allemagne. Des tests sont néanmoins faits régulièrement avec des aciers français, comme l'acier de la maison Jackson à Saint-Étienne sous Louis XVIII. Le résultat sur des points de production ne fut pas bon pour cet essai-là, et nous avons encore là une médaille qui commémore cette tentative. Nous l'avons aussi, bien sûr, introduite dans notre catalogue. Quand le coin est trempé et qu'il est prêt à être livré aux différents ateliers de frappe monétaire, que ce soit à Paris ou en province, il subit à cette époque une épreuve organisée par l'administration des monnaies. Comme à cette époque, c'est elle qui paye encore les coins, elle souhaite éviter de le faire pour des coins qui présentent des défauts et qui vont casser immédiatement après les premières frappes. Elle fait donc faire frapper une vingtaine de flancs avec chaque paire de coins, en n'hésitant pas à pousser la force des frappes. Même pour les coins destinés à l'or et l'argent, les flancs utilisés sont en cuivre. Cela donne des exemples insolites, avec souvent des doubles ou triples frappes, des appariements de 2 coins d'avers ou de 2 coins de revers, et même l'emploi sous-jacent de monnaies en cuivre déjà monnayées. Ces épreuves sont vraiment très rares et pour certaines d'entre elles ont une usure qui démontre qu'elles se sont retrouvées fortuitement dans la circulation. Donc là, vous avez en haut une épreuve de 2 avers de 5 francs Union et Force. Ensuite, au milieu, vous avez 2 francs Napoléon Ier et en bas, une 5 francs Louis XVIII. Alors, les archives montrent régulièrement que le graveur doit effectuer une retouche. Attendez, ça passe là. Dans le processus de création monétaire, le concours a été très communément employé pour définir les nouveaux types. Pour départager les concurrents, des frappes d'épreuves sont organisées sur un nombre restreint d'exemplaires. Après le concours, ces frappes sont malheureusement en général détruites. Il y a eu quelques rarissimes survivants, mais très peu. Pour beaucoup de concours, nous ne connaissons les empreintes des gravures des candidats que par des clichés produits en étain ou quelques frappes en cuivre, faites pour les graveurs. En illustration, vous avez l'épreuve de Galles en argent, seul exemplaire connu, localisé à la BNF.
Lors du concours monétaire pour l'effigie de Louis XVIII, 11 graveurs parmi les candidats déclarés fournissent des outils à la date limite du concours. Pour autant, nous ne connaissons que 10 empreintes de gravures différentes. Parmi celles-ci, 8 sont signées. Nous constatons pourtant que des ouvrages de référence ont attribué les 2 épreuves anonymes, ici illustrées. La première est attribuée communément à Montagny et la deuxième est attribuée à Guérin. Or, donc, tous les ouvrages de référence à partir de Devamin font cette attribution. En revanche, Combrousse les a laissés totalement anonymes. Et pourtant, lui, publié en 1841, il avait les informations les plus fraîches possibles. Alors, que nous apportent les archives? Eh bien, nous avons retrouvé le procès-verbal de remise des outils des 3 candidats potentiels pour ces deux empreintes anonymes. On y voit clairement que Montagny est le candidat le moins probable, car il n'a remis finalement, vous voyez en bas à droite, que 2 poinçons de tête. Donc pas de coin, pas de quoi frapper une épreuve. Nous n'avons rien trouvé de probant dans le travail de médailliste des 2 autres pour assurer une attribution formelle. Nous laissons donc l'incertitude, mais avec des faits tangibles qui pourront se réunir à d'autres en cas de nouvelles découvertes. Nous sommes particulièrement vigilants sur les hypothèses présentées comme des faits, puis propagées au fil du temps et des ouvrages. Nous avons là un exemple. Alors voici un autre exemple d'apport des archives qui concerne lui aussi le concours pour la gravure des monnaies à l'effigie de Louis XVIII. Nous avions eu accès lors de la rédaction de notre premier ouvrage en 2019 aux archives familiales de la descendance de Michaud. Nous y avons appris que Michaud, qui était l'élève de Gall, avait été poussé par son maître à se présenter au concours et qu'il avait accepté sa proposition que Gall lui fasse le revers. Gall avança également les frais et demanda en contrepartie de partager les gains en cas de victoire. Dans ce revers, on ne peut plus s'étonner alors de la présence d'un lion debout, sachant que lors du concours de l'an 11, Gall avait apposé déjà un lion comme différent, même s'il était celui-là marchand. On reconnaît là aussi toute la malice de Gall. Vous voyez en bas, donc, le petit lion debout. Et si je reviens en arrière, vous avez l'épreuve de Gall du concours avec un autre lion. Alors, les archives montrent régulièrement que le graveur doit effectuer une retouche à son travail, soit à la suite du concours du fait des commentaires du jury, soit par le constat que les coins produits ne donnent pas entière satisfaction, par exemple en cassant un peu trop souvent, ou par le fait que les monnaies s'empilent mal. Ici, je vous illustre 2 retouches effectuées sur le type gagnant de Michaud. Donc le type gagnant de Michaud, c'était celui-là. Ces retouches sont de surcroît décrites et datées dans les archives. La monnaie en haut à droite est pourtant présentée dans les ouvrages de référence comme l'épreuve de concours. Et la vraie épreuve de concours, celle-ci, est présentée comme une épreuve un peu fantaisiste du fait de la lettre B de l'atelier. Mais les archives sont totalement formelles. L'enchaînement est bien celui-là, donc l'épreuve de concours. La première retouche effectuée, où Michaud s'est permis de mettre une signature qui laisse aucune place aux différents du graveur général. Donc, bien sûr, il s'est fait retoquer. Et en bas, bien sûr, il a dû revoir sa signature pour qu'elle soit collée au bas du buste et donner un emplacement pour pouvoir mettre le différent thiolet. Mais en même temps, il a poussé au fait que ça ne soit pas à son thé. Mais donc, Thiollier a dû changer et mettre une tête de cheval à la place. Donc là, c'est l'épreuve de retouche, mais sur les monnaies frappées, ensuite, vous aurez une tête de cheval. Alors après avoir survolé les essais qui concernent les outils monétaires, on va survoler ceux qui concernent les flancs. Un sujet récurrent et important de la première moitié du XIXe siècle est celui de la refonte des monnaies de cuivre. Si le constat est vite fait sur sa nécessité,
Toutes les tentatives ont échoué jusqu'à la Deuxième République et il faudra attendre la période de Napoléon III pour la résoudre enfin. En attendant, de nombreux projets ont porté sur la composition métallique, les modules et les poids. Concernant la composition, les archives montrent que les variantes d'essai ont été extrêmement nombreuses et que leurs apparences, leurs apparences ne laissent supposer. Donc, en fait, derrière tous ces essais, vous avez des variantes de couleurs du cuivre qui vont passer du rouge au jaune. Et en fait, derrière, il y a des dizaines d'essais de compositions différentes. Alors, les monnaies en flanc bruni sont théoriquement des monnaies dont les flancs et les coins ont été polis avant d'être frappés, ce qui donne un aspect de miroir au champ de la monnaie. Ces traitements seraient supposés être réalisés pour des frappes de prestige. Pour autant, nous n'avons rien trouvé dans les archives de la première moitié du XIXe siècle démontrant un tel traitement avant les frappes de prestige. Pour autant, en revanche, nous avons trouvé que les flancs devaient être coordonnés avant d'être blanchis dans un pain d'acide totalement neuf, puis essuyés un à un en évitant de les frotter ensemble. Des frappes de monnaie circulante peuvent atteindre de manière très rare et non intentionnelle cet aspect miroir. Le point fondamental pour avoir cet aspect miroir est donc le blanchiment, c'est-à-dire le bain d'acide. Alors, le troisième volet du processus de fabrication concerne l'impression des empreintes, des outils sur les flancs. Une des épopées les plus passionnantes concerne le marquage de la tranche et le passage de la virole pleine à la virole brisée. Si le principe de la virole brisée n'est pas nouveau, la difficulté rencontrée a été de l'appliquer sans baisser le rythme de la production monétaire. C'est grâce aux travaux de Moreau que le procédé de dévirolage devient suffisamment performant pour être mis en production et déployé en 1831 dans tous les ateliers. Alors, sur cette planche, vous avez 3 essais de Moreau qui semblent identiques, mais qui ne le sont pas si on examine correctement les tranches. Au passage, vous voyez un mécanisme de prise photographique mis au point par un ingénieux membre de notre association, Jean-Philippe Marie. C'est notre Moreau à nous, puisqu'il est capable de prendre une face et une tranche en même temps. Donc, dans cet essai, en haut à gauche, la légende de la tranche respecte les mêmes espacements que les mots des frappes courantes des 5 francs de cette époque. Et donc, la légende va être coupée par des brisures. Vous voyez, le salvum, vous avez une barre qui donc montre un segment de virole. Donc, ça a été effectivement trouvé inesthétique. Vous voyez aussi que cet essai-là était en tranche creuse, parce qu'il faut savoir aussi les experts qui avaient été nommés pour examiner le procédé de Moreau, et il y avait dans ces experts, il y avait Jean Jambre, qui était très influent, et qui était vraiment un inconditionnel de la tranche en creux. Pour autant, l'administration a reconsidéré la tranche en relief et a demandé donc de nouveaux essais, donc un essai en tranche en relief et un essai en tranche en creux, mais cette fois-ci en ne coupant plus la légende par les segments de virole. Et donc vous avez en bas à gauche la tranche en relief et celle à droite, c'est la tranche en creux. Alors, les ouvrages de référence sont passés à côté de la subtilité de ces 3 essais en ne les présentant qu'en seulement 2 variantes, en tranche creux et en tranche en relief. Ils sont en plus datés à tort de 1824, alors qu'ils ont été effectués en 1827. Les archives nous apportent également les chiffres de fabrication de ces 3 essais, ou plutôt 6, puisqu'ils ont été aussi frappés en cuivre. Alors, concernant les tranches, vous avez aussi un autre exemple intéressant. Il s'agit d'un essai de tranche avec un motif de tête d'aigle. Donc, en haut, vous avez le segment de virole et vous avez en bas l'agrandissement du motif de cette tête d'aigle. Alors, les archives papier nous montrent clairement qu'en 1852, il y a eu des essais de tranche pour les 5 francs argent et les 20 francs or, que ces essais ont été des échecs du fait du rendu malvenu par cette tête d'aigle. L'idée était de combler l'espace trop grand entre les mots qui peuvent tenter les escrocs à faire un trou
pour prélever du métal, puis à le reboucher. À ces jours, nous ne connaissons pas d'exemplaires de ces essais. Pour autant, une délivrance mise en circulation eut lieu pour la 20 francs avec 3403 exemplaires. Ça, c'est ce que nous ont permis de découvrir les archives papier. Sachant que la production globale fut de 10 464 674 exemplaires, cela donne une probabilité de 1 pour 3075 d'en trouver. Donc, elle reste à trouver, donc cherchez bien. Une autre épopée passionnante concerne le passage du balancier à la presse monétaire. L'innovation consiste à imprimer la gravure sur le flanc par la pression d'un levier et non plus par la percussion de la vis du balancier. Il y a de très nombreux documents d'archives qui décrivent la bataille que vont se livrer Hulhorn d'une part et Tonnelier d'autre part, et ce sur une période d'une quinzaine d'années. Je vous ai mis en illustration un essai qui passe souvent inaperçu et dont le sens manquait jusqu'alors. Il s'agit tout simplement du premier essai. Excusez-moi, je coupe. Oui, il s'agit tout simplement du premier essai officiel de la presse monétaire de Tonnelier, effectué dans ses ateliers devant les représentants de l'administration des monnaies. Nous en avons sa description, son chiffre de fabrication et le nombre d'exemplaires gardés par Tonnelier. Alors, nous allons maintenant aborder les frappes particulières. Tout d'abord, il y a les frappes de prestige à l'occasion des premières émissions d'une faciale pour un nouveau type. Il est courant que des exemplaires soient frappés sur des flancs bien blanchis, leur donnant un aspect miroir afin d'être mis aux dignitaires. Pour les monnaies avec la valeur faciale de 5 francs, il est coutume d'en produire quelques exemplaires en or. Ce sont des monnaies d'exception, de par le métal, le nombre d'exemplaires et les destinataires. Alors, en illustration, vous avez la 5 francs Napoléon Ier, tête laurée, créée en 1807, qui a été offerte à Napoléon pour son anniversaire. Et il y en a eu 38 de frappés. Et cette pièce-là, 38, ça paraît beaucoup, mais je peux vous assurer qu'elle fait des prix à 6 chiffres quand elle se retrouve en vente. Alors, les frappes de prestige, attention, il ne faut pas confondre les frappes de prestige avec des frappes apocryphes pour collectionneurs. En effet, la monnaie de Paris a autorisé dans le passé, je dis bien dans le passé, des frappes avec des coins du musée monétaire. On trouve ainsi dans les archives de telles demandes datées entre 1851 et 1914 qui ont été acceptées. Il y a eu probablement des demandes bien antérieures et il y a sûrement eu postérieurement. Se pose donc la question de pouvoir les distinguer. Si le millésime ne correspond pas à la première année de création du type, elle ne peut pas être une vraie frappe de prestige. Vous avez un exemple en illustration avec un exemplaire de 1819, alors que le type a été créé en 1815 avec les premières monnaies circulantes en 1816. Le titre de l'or peut être aussi discriminant pour certaines, car elles sont supposées, au moins à partir d'une certaine date, d'être frappées comme des médailles. Et donc, on doit plutôt trouver du 914 millième ou 916 millième plutôt que du 900 millième. Si les reliefs ne sont pas bienvenus, c'est aussi une très grande suspicion de refrappe postérieure, qui n'a pas osé mettre en danger de cassure le coin du musée monétaire. Les archives nous apprennent que le 21 mai 1825, 12 pièces de 5 francs Charles X sont frappées en or au millésime de 1824. Les 4 plus belles sont conservées et les 8 restantes sont déformées puis refondues. Un exemplaire est offert au roi, un au dauphin, un au ministre des Finances et un est gardé par le médaillé de la monnaie de Paris. La 5 francs Charles X va subir beaucoup de critiques dans la presse. Aussi, Michaud, piqué à vif, impose d'effectuer des retouches pour l'améliorer. Fin 1826, il livre ces retouches qui sont mises en production à partir de 1827. Parmi les différences très notables, on note la création d'un rebord sous le buste, une position de la signature de Michaud plus basse qui impose une diminution très notable du T de Thiollier. Donc, en bas à gauche, vous avez donc les frappes jusqu'à fin 1826
Et à partir de 1827, vous avez les frappes avec ce nouveau buste. Et donc là, vous vous interrogez effectivement, comment est-ce possible que la monnaie en haut, en or, utilise le motif qui ne sera déployé qu'à partir de 1827. Donc là, vous avez un exemple criant de frappe apocryphe, mais qui est déterminé effectivement par une étude de coin. La question se pose aussi de savoir, du coup, où sont passées les 4 monnaies réelles, les frappes qui ont été remises au roi, au dauphin, au ministre des Finances et au médaillé. Nous ne l'avons pas retrouvé dans le médaillé, la monnaie de Paris, nous ne l'avons pas retrouvée non plus à la BNF, où elle aurait pu être transférée sous Napoléon III. Donc elle a disparu. À l'occasion des visites de souverains à la monnaie de Paris, il était de coutume, lors de la démonstration des frappes monétaires, de leur frapper spécifiquement des monnaies commémoratives de ces visites. Elles sont soit au module de 2 francs, soit au module de 5 francs. Il ne faut pas les confondre avec les médailles de visite qui, elles, étaient frappées sur les balanciers de la monnaie des médailles. Pour rappel, la monnaie des médailles était au début une entité séparée de la monnaie des espèces, de la monnaie de Paris, en termes de responsabilité et de géographie. Puis elles furent d'abord réunies, et conties, et enfin mises sous la même responsabilité sous Louis-Philippe. Les monnaies de visite se distinguent des médailles de visite non seulement par leur module, mais également par leur bas-relief qui leur permettent d'être produites en une seule frappe comme des monnaies. Elles font naturellement partie de notre catalogue de recensement, mais dans une catégorie à part. Par bonheur, nous avons trouvé dans les archives beaucoup d'informations sur ces visites, avec beaucoup de chiffres de fabrication et bien sûr les destinataires. En illustration, vous avez une monnaie de visite d'Alexandre Ier, empereur de Russie, qui eut lieu en mai 1814, et le poinçon de la médaille de visite qui, elle, fut frappée à la monnaie des médailles. Parmi les frappes particulières, nous rencontrons, pour toutes les périodes sauf Napoléon Ier, des exemplaires en cuivre uniface qui ont été dorés ou argentés selon la faciale à laquelle ils correspondent. Au dos, on peut généralement lire de manière rétrograde le mot « modèle ». Hormis pour Napoléon III, où les exemplaires se rencontrent très régulièrement, ceux des périodes précédentes ne se trouvent quasiment que dans les médaillés de la monnaie de Paris. On y observe au dos très souvent des résidus qui nous semblent être une colle. Il apparaît assez clairement que ces spécimens sont dédiés à être exposés. Le point de colle peut même laisser supposer qu'ils étaient fixés pour être exposés verticalement sur un mur. Ces spécimens sont, à notre avis, à rattacher à la création du musée monétaire par de Sucy en 1827. On trouve d'ailleurs des traces dans les archives de demandes faites à Thiollier de réaliser des clichés pour le musée. Pourquoi ces clichés en cuivre plutôt que des monnaies réelles? La peur de vol semble en être la raison. Pourquoi pas de spécimens des monnaies de Napoléon Ier? Tout simplement parce que le musée ne détenait pas les coins qui auraient permis de les frapper. En 1814, avec l'arrivée des Alliés dans Paris, l'administration décida, dans un élan de panique, de mettre tous les outils monétaires à l'effigie de Napoléon Ier dans une fausse d'aisance. Alors, il n'avait pas prévu évidemment le retour de Napoléon, et donc ça explique pourquoi il a été très difficile en fait de produire les monnaies sous la période des 100 jours. Il a fallu, tant bien que mal, en fait, il y a eu quelques coins qui avaient été gardés dans le service qui s'occupait des faux, et donc ils ont tenté de faire un contre-tirage, c'est-à-dire à partir d'un coin, de reproduire un poinçon. Et vous imaginez que ce n'est pas la même qualité d'acier entre normalement un poinçon et un coin. Et donc ça a été très difficile. Ils ont réussi à le faire pour la 5 francs, mais ils ont échoué sur toutes les divisionnaires. Et c'est pour ça que vous avez une 2 francs Napoléon 100 jours, qui est probablement d'ailleurs gravée par le fils de Thiollier et pas par Thiollier lui-même, qui a un portrait totalement différent des habituels. Alors nous avons une autre catégorie d'essais que sont les monnaies de prétendants. Ce ne sont pas des monnaies frappées à la monnaie de Paris, et pour cause, ce sont des monnaies de propagande politique. Nous avons ainsi sous Louis-Philippe des monnaies qui circulent au portrait de Henri V.
Par extension, nous avons aussi des monnaies que l'on peut qualifier plutôt de monnaies de souvenir, comme par exemple celle de Napoléon II, qui porte le millésime de 1816. Elles ont été produites à partir de 1860 et dans le but de duper des collectionneurs. Pour autant, elles ont la faveur d'un certain nombre d'entre eux et les transactions restent soutenues avec des prix élevés. En comparaison avec le prix de vrais essais, on peut penser qu'elles ne le méritent pas. On dit que le marché a toujours raison, mais à la condition toutefois que les collectionneurs les achètent en connaissance de cause. Alors, cette coupable entreprise s'est néanmoins étendue à créer apocryphement des pseudo-essais. Vous avez un exemple là criant avec la 5 francs dite trébuchée à gauche, qui porte la date de 1815, date pour le concours à l'effigie de Louis XVIII. Le graveur ne s'est pas trop embêté, il a plagié la gravure du portrait fait par Droz. Donc vous avez à droite une épreuve de Droz pour ce même concours. Donc, il s'est juste contenté de reproduire et d'attribuer ça à un graveur belge de la période Louis XVIII qui s'appelle Trébuchet. On peut s'étonner que ces monnaies réalisent encore régulièrement des prix de plusieurs milliers d'euros. Il faut continuer à informer les collectionneurs d'essais pour que s'écroule le prix de ces faux essais qui ont été créés pour duper les collectionneurs, quand bien même ils seraient anciens. Alors maintenant, abordons un sujet délicat, celui des reproductions. Au XIXe siècle, les techniques de reproduction des monnaies et médailles se sont développées dans le but de permettre aux musées et aux collectionneurs de réaliser des études et de compléter leur collection. Le premier problème, c'est que plus le temps a passé, plus l'information s'est perdue, que c'était des reproductions. Aussi, un nombre important de reproductions figure actuellement sur le marché numismatique et elles sont vendues de bonne foi par des professionnels. Pire, des ouvrages de référence en ont adoubé, malgré eux, dans leur recensement, et les maisons de grading se font régulièrement duper tout en apportant leur label d'authenticité. Le deuxième problème, c'est que ces mêmes techniques ont produit des faux essais par appariement d'un avers et d'un revers qui n'ont strictement rien à voir, voire même qui sont d'époques différentes. Donc cela apporte une grande confusion dans la compréhension de certains essais. Alors essayons maintenant d'apporter quelques éclaircissements sur ce sujet pour distinguer les authentiques des reproductions. Pour qu'un essai soit authentique, il faut qu'il provienne directement d'un outil monétaire. Donc c'est le schéma à gauche. Il n'est pas forcément issu d'une frappe, comme on l'a vu tout à l'heure avec les épreuves faites par le graveur lors de la mise au point de leurs outils avant qu'ils n'entrent en placier. Donc, ils ne peuvent pas frapper avec leur matrice en cours de fabrication. Donc, ils utilisent un métal qui est blanc, un alliage éteint plomb, qu'ils coulent, mais pour autant, c'est quelque chose d'authentique. En revanche, pour les reproductions, elles ne sont pas faites à partir, bien sûr, d'outils, puisqu'ils ne les ont pas, elles sont faites à partir de monnaie. Et donc, tout part de cette monnaie et un moulage est effectué. Je sais pas si... À partir des moules, plusieurs techniques sont possibles. Le coulage et la galvanoplastie sont bien évidemment très connus. Mais en revanche, les archives nous en ont fait découvrir un troisième. Sous Louis-Philippe de Sucy avait confié au graveur Dubois la reproduction de monnaies et médailles manquantes du musée. Ce dernier, pour expliciter ses coûts, nous décrit la méthode consistant non pas à couler du métal dans les moules, mais à les durcir de telle manière qu'ils puissent s'en servir comme des coins, c'est-à-dire permettant d'effectuer une frappe. Le résultat produit est autrement de meilleure qualité que par le coulage. Les reliefs sont mieux rendus et il n'y a plus les microbules. Alors là, sur cette planche, je vous ai mis donc 4 exemplaires. Donc en haut, vous avez les authentiques et en bas, vous avez des reproductions. Donc en haut, vous avez l'épreuve en argent, et donc à la BNF. En haut à droite, vous avez donc une épreuve du graveur lui-même faite sur sa matrice. En bas à gauche, vous avez une reproduction faite par moulage et frappage. Alors on voit quand même qu'elle est plutôt bluffante. Hein,
quand vous la voyez indépendamment des autres du haut, vous pensez que c'est une vraie. Mais quand vous la voyez comparée, vous voyez la chevelure, vous voyez une nette perte de détail de la chevelure. Et celle en bas à droite, elle est produite par moulage et coulage. Là, c'est encore plus grossier. Vous voyez notamment la signature ou les. Voilà, ça s'est pas mal dégradé. Petit aparté, à cette époque-là, les frappes se font en virole pleine. Donc l'exemplaire en argent a été frappé en virole pleine. Et comme c'est une épreuve de concours, elle a été frappée assez puissamment. Pardon, non, il n'y avait pas encore la virole pleine, puisque en fait, Jean Jambe va l'introduire à partir de 1807. Donc là, c'est une frappe hors virole. Quand vous frappez de manière puissante hors virole, vous avez un phénomène technique, le métal allant fuyant vers l'extérieur, ça va créer des lettres bifides, c'est-à-dire que les pieds de lettres ne seront pas remplis. Quand vous la comparez avec l'épreuve en étain faite sur la matrice elle-même, là vous voyez que les lettres sont parfaites. Tous les pieds de lettres ont été bien remplis. Et bien sûr, les moulages partant d'une monnaie, vous allez retrouver le caractère bifide des lettres. Alors, pour clore le sujet des reproductions, je tenais à vous dire que nous sommes inquiets sur l'amélioration des reproductions faites par les Chinois des monnaies et ces Français. Vous avez ici l'exemple d'une monnaie de visite sous Louis XVIII. Elle a l'apparence de l'argent et le bon poids. Pour autant, c'est un alliage à base de cuivre, nickel et zinc. La gravure des lettres est à l'identique. Mais heureusement, il y a encore quelques différences de détails dans la chevelure et l'habit notamment. Sur un autre exemple que je n'ai pas illustré ici, c'est un écu de Louis XVIII. La gravure du buste est quasi parfaite. Mais ce qui cloche encore, c'est la gravure de la tranche. Mais tout cela devient vraiment très inquiétant. Donc, pour terminer le sujet des reproductions, nous les avons introduites dans notre recensement, dans une catégorie à part, pour pouvoir alerter les collectionneurs. Nous ne les cotons pas. Certaines reproductions ont néanmoins un intérêt certain, voire même essentiel, dans le cas des épreuves du concours de l'an 11, pour le module de 40 francs, où la gravure de certains candidats ne sont connus que grâce à elle. Mais le collectionneur doit pouvoir les acheter en connaissance de cause. Tout ce parcours des catégories possibles pour les essais se trouve dans l'introduction de chacun des ouvrages de la série. Ensuite, vous avez une partie dédiée aux informations provenant des archives papier et métalliques, dont je vous ai présenté la démarche. Nous avons ensuite la partie catalogue dédiée au recensement de toutes les variantes d'essais et de leur cotation. Pour ce faire, on a bien sûr exploité les grandes collections publiques, mais on a fait aussi appel aux collectionneurs. On s'est bien sûr également intéressé aux ventes du passé. On est partenaire de AC Search, qui nous donne accès à la plupart des ventes aux enchères depuis 2007. Gallica nous a donné accès à près de 1500 catalogues du 19e et du 20e siècle qui ont au moins le mot essai dans leur contenu. Enfin, des professionnels nous ont donné accès à leur base de vente hors enchères. Ainsi, la couverture obtenue du recensement de nos catalogues est nettement plus large que les anciens ouvrages de référence. Pour exemple, pour Napoléon Ier, nous avons 402 variantes contre 92 pour Guillotot, 151 pour Mazard et 130 pour Gadouri. Alors, nos ouvrages ont une dernière partie qui est pour nous comme une galerie d'art. On oublie en effet trop souvent que les graveurs de nos monnaies et de nos essais sont de véritables artistes. Nous avons eu le privilège d'accéder à des pièces fabuleuses. Aussi, il nous a paru logique d'en montrer une sélection en pleine page, ce qui permet de présenter des monnaies avec un diamètre de 10 cm. Cela permet réellement d'apprécier toutes les finesses de gravure apportées par ces artistes. Dans cette galerie, nous exposons également les tranches. Donc, par exemple, là, à gauche, vous avez toutes les principales tranches qui ont servi sous la période Napoléon Ier. Donc, vous avez 2 rosaces avec toutes les variantes possibles qu'il y a. Et bien sûr, dans cette galerie, nous mettrons aussi, bien sûr, des outils monétaires et de très beaux coins, surtout ceux de gauche. Voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.